rebonjour à toutes et à tous. Ravie de vous avoir cet après-midi pour parler d'abord de qualité de vie au travail, évidemment, puisque c'est l'un des sujets prégnants de l'après-midi, mais aussi des missions silencieuses. Je vais essayer d'être assez courte, résumer le plus possible ma pensée, mais j'ai tant d'idées sur cet enjeu majeur que j'aimerais pouvoir tout vous faire partager cet après-midi. Donc, vous allez le voir, je vais me présenter, vous saurez qui je suis, vous saurez me retrouver si vous avez des questions à poser sur ces différents aspects. Alors, avant tout, je voudrais me présenter, mais pas me présenter de la manière habituelle. Vous savez, généralement, on se présente par son CV. Comment avez-vous fait tout à l'heure? Vous êtes présenté en disant « Bonjour, voilà mon nom, voilà mon prénom, voilà l'entreprise que je représente. Et voilà mon poste au sein de l'entreprise. Et voilà les études que j'ai faites. » C'est captivant tout ça. Mais moi, ça ne me donne rien sur l'individu. Alors, pour ma part, je suis Marie-Lou Clonde-Pomérac. J'ai un âge tellement canonique que vous me dispenserez de vous en parler aujourd'hui. Et voilà quelle est ma raison d'être. Ma raison d'être, c'est de tailler et de polir des diamants bruts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tailler et polir des diamants bruts? Eh bien, c'est finalement l'objet même de tout ce que peuvent tous les individus qui peuvent accompagner d'autres individus devraient avoir comme raison d'être. Pour moi, tous les individus qui sont là, dans cette salle, et tous les individus probablement que vous pourriez croiser sur cette terre, ont de véritables talents, plus ou moins cachés, et qu'il nous faut découvrir quand on a la chance de faire ce travail-là. Parmi mes passions, il y a d'abord l'innovation andragogique, parce que ça fait environ 35 ans que je travaille dans le domaine de la formation, et que donc, moi, ma cour de récréation, elle est plutôt peuplée d'adultes, si vous voyez ce que je veux dire. Autrement dit, je forme des adultes, et l'andragogie, c'est essentiel pour apprendre à faire travailler des adultes de manière très harmonieuse, et les aider à apprendre avec autre chose que les mauvais souvenirs qu'ils peuvent avoir encore et qui leur restent de l'école. Par ailleurs, l'une de mes passions également, c'est l'ontologie. Donc ça, c'est une étude un peu particulière, philosophique, de l'être. Et également la danse, la musique, le chant, surtout le jazz, le funk, le classique. Je chante d'ailleurs dans plusieurs groupes de musique. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout une présentation habituelle. Mais au moins, là, tout de suite, vous savez déjà qui je suis, quelle est ma raison d'être. De quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me passionne dans la vie. C'est probablement beaucoup plus intéressant pour entamer une conversation, en tout cas à mon sens, que de savoir quel est le métier que je fais. Pour autant, je vais vous en parler un tout petit peu quand même. Je suis une femme de réseau avant tout. J'ai créé le BNI dans l'Indre, qui est un réseau de recommandations d'affaires. Le MEDEF également, dont j'ai été la première présidente. Et aujourd'hui, je fais partie d'un groupe, d'un réseau qui s'appelle Bouge ta boîte, et qui est un réseau de femmes entrepreneurs. Je vous engage d'ailleurs à me contacter si vous souhaitez l'intégrer. À titre purement professionnel, je suis dirigeante et fondatrice de 2 organismes de formation qui sont Calliope, qui va fêter ses 32 ans d'existence dans quelques semaines, et également un organisme qui s'appelle CEFOR et qui fait de la formation savoir de base, donc plutôt pour les gens très éloignés de l'emploi, mais nous accueillons avec plaisir tout type d'individus. Mon métier du quotidien, depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, c'est d'être accompagnante, parce que je n'aime pas le terme de coach, mais pourtant ça se résume bien à ça. Et je suis également facilitatrice. J'interviens beaucoup dans les entreprises pour faciliter en particulier la cohésion en interne. Je suis formatrice dans un certain nombre de domaines qui touchent la communication, surtout et avant tout, mais aussi les soft skills. Je suis également animatrice de séminaires de cohésion, partage de vision, cohésion, etc. Et également conférencière, puisque vous le voyez cet après-midi, j'interviens sur la QVT. J'interviens également sur la sérendipité, sur l'intelligence émotionnelle, l'intelligence collective, sur la communication avant tout. Et mon dada, c'est le leadership inspirant, c'est-à-dire faire de vous tous qui êtes manager, chef d'entreprise, RH, des gens qu'on a envie de suivre comme ça, spontanément. C'est pas beau, ça, quand même? Vous avez envie qu'on vous suive spontanément? Ouais. Alors, on ne peut pas parler de démission silencieuse sans parler du fameux Big Quit. Le Big Quit, c'est ce qu'on a appelé la grande démission en français.
Et cette grande démission, vous voyez, imaginez une illustration comme celle-ci, c'est-à-dire que dans vos bureaux, tout le monde jette les papiers et puis on arrête tout, on ferme la boîte. On s'en va tous en vacances. Quelle merveille. Ça a été initié au départ par Anthony Klotz, alors non pas initié par lui, mais anticipé par lui en 2020. Il a dit très clairement que pour lui qui est un psychologue universitaire londonien, il a tout simplement dit que très clairement pour lui, il y aurait une anticipation, il faisait l'anticipation d'une fuite massive des travailleurs sur le marché de l'emploi post-Covid. Et hélas, l'histoire lui a donné raison, puisque en 2021, 49% de la population active avait envisagé, initié ou réalisé une reconversion. Vous vous rendez compte, c'était il y a un peu plus d'1 an seulement. Hein. Que par ailleurs, dans le premier trimestre 2022, en France, hein, tout ça c'est en France, 520 000 démissions ont eu lieu, dont 470 000 CDI. Alors on n'est pas sur les milliers d'individus qui ont donné leur démission aux États-Unis, mais toutefois, ça fait de jolis volumes. Je pense qu'on peut commencer à se poser des questions en tant que manager ou en tant que RH. Et en 2023 c'est quand même là tout de suite, on a à peine démarré l'année, un Français sur 2 souhaite démissionner. Oui, je sais, je plombe un peu l'ambiance là tout de suite en vous donnant ces chiffres-là, qui ne sont pas de moi, hein, c'est la DARES qui en a parlé. Alors, pardon. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. Source DARES. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est la DARES, c'est tout de même une source que l'on peut croire sur parole a priori. Vous voyez que j'ai mis un petit hashtag qui est « Quit my job ». Et « Quit my job », c'est quelque chose que vous avez peut-être vu sur un certain nombre de réseaux sociaux, particulièrement si vous avez un petit peu moins de 30 ans, puisque c'est presque un leitmotiv chez les millennials que de dire « Allez, révolution, on va quitter nos boulots, on va tout changer, on va changer les boîtes, on va changer les métiers, puis on va imposer aux entreprises d'accepter ce que l'on a à leur proposer. » C'est exactement ce qui est en train de se passer d'ailleurs. Vous voyez, ce renversement entre les candidats d'il y a quelques mois ou quelques années, l'entreprise proposait, le candidat disposait. On vient d'inverser absolument la tendance. Désormais, c'est le candidat qui décide quelque part. Alors, que s'est-il passé très concrètement? Alors, on va faire très vite, hein, parce que la pandémie, le Covid, bien sûr, évidemment que tout ça a été sous-jacent, mais malgré tout, ça a été un détonateur, si je puis dire. Ce qui est très intéressant, c'est de se dire que le lien de participation organique pendant la période de confinement a été totalement fragilisé. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, on veut dire que vos amis, vous ne pouviez plus les voir. Et toutes les participations que vous pouviez avoir d'ordre social, vous ne pouviez plus les avoir non plus. Hormis peut-être, je le concède, certains d'entre vous qui ont quand même fait quelques apéros en visio. C'est pas pareil. C'est un petit peu différent. Par contre, il y a eu des choses qui ont été, non pas fragilisées cette fois, mais plutôt encouragées. Ce sont en particulier les relations familiales. Elles ont été favorisées, pas pour tout le monde, n'entrons pas dans ce genre de détails, mais d'une manière générale, les gens se sont rendus compte qu'ils avaient des familles, des enfants, et que d'un seul coup, dites donc, qu'est-ce qu'ils avaient grandi et qu'est-ce qu'il y avait comme chose qui avait changé chez eux, quelquefois aussi chez nos maris. Il y a quelques rites qu'on n'avait pas remarqués. Du temps pour soi avant tout, et à partir du moment où on parle de temps pour soi, alors on parle de réfléchir sur soi, à soi et à ses projets de vie. Ces projets de vie n'étant pas peut-être ceux que l'on suit d'une manière quasi grégaire parce qu'on s'est mis sur une espèce de rail et que la vie défile comme ça, doucement. Peut-être fallait-il cette période justement de confinement pour que les gens s'interrogent et se disent « Tiens, mais est-ce que je suis bien là ? Est-ce que c'est bien ça, la vie que j'ai envie de mener ?» À titre personnel et professionnel d'ailleurs. Hein. Et puis le télétravail, qui était apparu bien avant, bien sûr, mais qui nous a permis de découvrir cette espèce d'autonomie et de liberté. Certains salariés se sont dit « mais je me suis jamais senti aussi libre derrière mon PC parce que y a pas le fameux syndrome du singe sur l'épaule. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais vous savez, quand votre porte est ouverte, la porte du bureau est ouverte, il y a toujours quelqu'un pour venir vous happer littéralement et vous faire quelque chose que vous n'aviez pas forcément prévu d'ailleurs de faire.
De la même manière, il n'y avait plus d'individus qui soient là juste derrière à vérifier que vous ne faisiez pas trop de pauses ou à vérifier le travail que vous faisiez. En cela, évidemment, le télétravail a pu apporter une véritable liberté. Et le résultat de cela, c'est ce dont tout le monde parle aujourd'hui, c'est de la quête de sens. C'est-à-dire qu'il y a eu un véritable électrochoc et une quête de sens. Et je vous dirai en fin de propos que pour moi, le sens n'est peut-être pas ce qu'on croit qu'il est. Lorsque le retour à la vie normale est apparu, donc c'était 21-22, 2021-2022, des démissions en masse, comme je vous le disais tout à l'heure, avec, pour ceux qui restent encore, une flexibilité attendue. Figurez-vous que le télétravail, pour certains, ils l'ont découvert, et pour d'autres, ils ont vraiment pris goût à la chose. On va jusqu'à 71% des millennials qui refusent un travail qui n'aurait pas une majorité de travail à la maison. Ça vous dit quelque chose? Je vois des jeunes au milieu. Vous en faites partie des 71% ou pas? Levez la main si c'est le cas. Préférez travailler à la maison ou pas? Ou travailler sur site? Ah ouais, seulement. Non mais on est en Berry, c'est pas pareil. Et puis, bien entendu, une quête de bien-être, ça va sans dire. Donc, de meilleures conditions de travail. Là encore, on va en parler dans le détail tout à l'heure parce que je ne sais pas ce que c'est que les meilleures conditions de travail. En tout cas, je m'interroge beaucoup sur ce que sont les meilleures conditions de travail et je ne voudrais pas non plus qu'on vous propose des pansements à mettre sur des jambes de bois. Ce que j'appelle le pansement sur la jambe de bois, par exemple, c'est la table de ping-pong. La table de ping-pong, c'est pas améliorer la qualité de vie au travail pour moi, ça. C'est juste faire en sorte que je reste un peu plus longtemps au bureau, peut-être, parce que plutôt que d'aller faire du ping-pong à l'extérieur, je vais rester au bureau. Bon, je sais pas. Interrogeons-nous. Et puis, bien entendu, la réalisation personnelle, autrement dit, l'équilibre de vie. Alors là encore, j'entends beaucoup parler depuis longtemps de l'équilibre de vie personnelle et équilibre de vie, donc vie personnelle et vie professionnelle. Et moi, je dis souvent, mais quelle différence y a-t-il entre la vie personnelle et la vie professionnelle? Est-ce que la vie professionnelle ne fait pas partie de la vie personnelle? Est-ce que votre vie quotidienne n'est pas à intégrer aussi au travail? Et aujourd'hui, ces deux notions-là sont en train vraiment de se rejoindre. La preuve, c'est que tout à l'heure, vous verrez pourquoi un certain nombre d'individus n'ont plus envie de travailler, ce qu'ils refusent dans le travail. C'est bien que ça ne correspond plus du tout à ce qu'ils attendent pour leur vie quotidienne, à eux, dans leur vision, dans l'envie qu'ils ont de se réaliser à titre personnel. Et cela, ça nous amène vers, évidemment, une exigence de sens et de valeur. Des souhaits aux actes, bien sûr, tout cela, ce sont des choses que les gens ont souhaité, que des salariés ont prétendu. Ils ont prétendu qu'ils allaient tout changer, ils ont prétendu qu'ils allaient démissionner, ils ont prétendu qu'ils seraient en reconversion, que tout cela se passerait, mais des souhaits aux actes, combien ont sauté du bocal? Combien sont passés d'un bocal à l'autre? Eh bien, parmi les salariés français, et là tout récemment, 52% d'entre eux disent avoir besoin de transformer leur vie professionnelle. On ne connaît pas le détail. Qu'est-ce que ça veut dire transformer sa vie professionnelle? Est-ce que c'est dans le fond, dans la forme? Il y a probablement beaucoup à dire et à réfléchir là-dessus. 43% démissionnent, 44% changent de profession. Alors évidemment, le total ne peut pas faire 100%, parce que parmi eux, il y en a qui ont à la fois démissionné et changé de profession, et d'autres qui ont eu besoin de transformer leur vie professionnelle et qui donc ont démissionné. Là encore, la source, elle est très récente, puisque c'était le mois dernier, et c'est l'IFOP et un cabinet privé qui ont fait cette étude auprès de 1000 salariés en France. Je crois que ce qui me touche le plus, c'est 52% ont besoin de transformer leur vie professionnelle, vraiment. Parce que je m'interroge toujours, là je m'interroge en me disant, mais sur quoi? De quoi ont-ils besoin? Qu'est-ce qu'ils veulent? Alors, je me suis un peu plus qu'interrogée, puisque j'accompagne des entreprises sur ces sujets-là, et particulièrement sur l'embauche des millennials. Et le quiet quitting qui apparaît, là, la démission silencieuse, la fameuse démission silencieuse, ce pourquoi je suis avec vous cet après-midi, est déterminé de manière très, très différente d'un individu à l'autre. Alors, par exemple, Nadia Droz, qui est spécialiste de santé au travail,
explique qu'elle fait une différence, elle, entre dans le quiet quitting, donc la démission silencieuse. Elle explique que pour elle, la démission silencieuse est une sorte de désinvestissement. En fait, littéralement, quiet quitting, c'est la démission douce, calme, autrement dit. Bon, je bosse quand même, quoi, parce que je suis payée. Il faut bien que je donne un peu quelque chose en échange. Mais je ne vais pas rester le soir, je ne vais pas faire d'heures sup, je ne vais pas m'engager sur des projets si je n'y suis pas obligée. C'est ça qu'on appelle la démission silencieuse. Donc effectivement, ça s'apparente, à mon sens également, plus à un désinvestissement. Et elle fait la différence, cette dame, avec la démission intérieure, où là, par contre, la personne a d'une certaine manière décidé de quitter son entreprise. Mais la méfiance. Une démission silencieuse peut donner naissance à une démission intérieure. Donc je crois qu'il faut être extrêmement vigilant à un certain nombre de facteurs de désengagement dont je vous donnerai ma petite liste tout à l'heure, de manière à s'assurer que la démission silencieuse ne finisse pas par une véritable démission intérieure et que la personne quitte l'entreprise. On a également Madame Pétain, Claire, qui est psychologue, psychothérapeute et qui, elle, prétend que c'est un changement d'état d'esprit qui impacte la manière dont on appréhende son rôle au travail et le rôle du travail dans sa vie. Autrement dit, un peu ce que je vous disais tout à l'heure, vie personnelle, vie professionnelle, quel rôle, où mets-je le curseur ? Et réévaluer également sa relation au travail ne veut pas forcément dire faire le strict minimum, mais plutôt être strict sur ce que l'on estime être son maximum. Et là, on parle même de peut-être l'hashtag que vous avez vu fleurir sur les réseaux récemment, qui est l'hashtag Act Your Wage. Act Your Wage, ça veut dire fais-en juste pour le salaire qui t'est donné. Ok, alors moi déjà, en tant que chef d'entreprise, je me dis, est-ce qu'un salarié que je pourrais avoir sait exactement quel est le volume de travail qu'il doit donner pour ce salaire-là ? Je ne sais pas. En tout cas, ce que j'interprète peut-être, c'est que sans doute cela signifie qu'ils ne feront que ce qui leur est demandé dans le temps qui leur est imparti, et rien de plus. Peut-être avez-vous vu fleurir aussi ce petit logo là qu'on trouve maintenant sur des mugs, sur des t-shirts, et qui se vendent sur le net. Et c'est double lecture, vous le voyez, I love work, ou encore I love watching others work. Donc pour ceux qui maîtrisent mal l'anglais, c'est j'aime travailler ou j'aime le travail, ou j'aime regarder les autres travailler. Ouais. Là encore, ce gag systématique qui est mis autour du travail, autour de l'engagement, autour des valeurs travail, autour du goût de l'effort. Vous savez, ce que des gens de ma génération aimaient tant et mettaient tellement en évidence, eh bien, tout ça est en train de voler en éclats. On en a bien conscience, mais il ne va pas falloir se contenter de cela. Voilà des millennials. Alors les millennials, vous le savez, c'est la génération Y. Ce sont tous ceux d'entre vous, peut-être, qui sont nés entre les années 80 et les années 2000 à peu près. Ce qui va venir derrière, c'est bien ceux qui sont nés à partir de 1995, qui sont la génération Z. Et derrière, nous avons les alphas, qui sont nés à partir de 2010 et jusqu'à 2024, puisqu'après, ce seront les bêtas, etc. Alors, moi, j'ai une tendance quand même à me dire toujours, OK, on est obligé de travailler là tout de suite sur ce qui est en train de se passer dans nos entreprises, parce que c'est assez catastrophique. Mais j'aimerais beaucoup qu'on puisse anticiper aussi sur ce qui va se passer dans les années qui viennent, parce que je crains que l'on aille vraiment, non plus dans le camp de ceux qui entraient dans une entreprise à 14 ans et qui en sortaient à la retraite, et quand c'était chez Renault, qui n'avaient jamais acheté d'autres voitures que de marque Renault. Je crains plutôt qu'on soit sur quelque chose de plus en plus, avec une demande de plus en plus fluide, de plus en plus horizontale, le moins de verticalité possible, le plus de liberté possible, le plus de responsabilisation possible à nos salariés. Et il va falloir qu'on s'en rende compte très très vite, sinon je crois que le couperet va tomber très fort, puisque nos entreprises vont fermer. J'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un qui me disait « J'arrive pas à trouver de jeunes, comment je fais ? Je peux pas.
Je vais sur TikTok, je vais sur tous les réseaux sociaux. Je pourrais aller les chercher à la sortie du lycée presque, ou à la sortie des cinés ou des boîtes. Mais ils ne veulent pas bosser. Et moi, j'ai envie de dire, mais c'est normal qu'ils n'aient pas envie de bosser. Parce que l'entreprise ne leur propose pas ce qu'ils attendent. Si j'entends, comme j'ai entendu tout à l'heure aussi, ouais, mais ils vont finir par se calmer, vous allez voir. Ouais, ils vont finir par se calmer un jour ou l'autre. Vous verrez, quand ils n'auront pas de boulot pendant un moment et puis qu'ils crèveront la dalle, vous allez voir ce qui va se passer. Mais en fait, il ne va pas se passer grand-chose, si ce n'est que l'entreprise probablement va fermer. Parce qu'il y a quelques phénomènes qui sont en train d'apparaître et dont je vais vous parler maintenant. Il y a en particulier le logam. Je ne sais pas si vous connaissez le logam en Suède. Ça vous dit quelque chose à quelqu'un, non? C'est redoutable, le logam. Le logam, c'est l'art de faire avec le moins d'argent possible. Autrement dit, se passer de quasiment tout. Voilà. Être dans presque ce que j'aurais pu appeler la sobriété joyeuse. Vous voyez, Pierre Rabhi parlait de sobriété joyeuse. Eh bien voilà, c'est ça le logam. Donc ça veut dire que les jeunes vont avoir besoin de moins en moins d'argent. Et eux, ce qu'ils vont vouloir faire, c'est surtout vivre leur vie, vivre pleinement tout ce qu'ils ont besoin de vivre et qui les épanouira et qui répondra à leur raison d'être. Voilà. Il faut vous y préparer. Alors il y a quand même un jeune homme là, c'est Zaid Leplin, qui lui, il est anglo-saxon ce garçon, je crois, et lui a quand même dit, ce qui est assez violent, je trouve, il a publié sur les réseaux, arrêtons de nous tuer à la tâche, de cautionner le hustle culture, qui est quand même la culture du burn-out, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle en tout cas. Le travail n'est pas votre vie et votre valeur n'est pas indexée à votre productivité. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs. La valeur d'un individu n'est pas indexée à sa productivité. Je trouve qu'il va un petit peu loin. Mais il n'empêche que c'est ce qui tourne sur les réseaux. Et quand ça tourne sur les réseaux pour des millénials, eh bien, ça fait des jolis feux de joie. Ce que je vous demande aussi de retenir donc, en termes de hashtag, parce que c'est important, eh bien, c'est millennials, quiet quitting. Vous avez également le fameux logam et la sobriété joyeuse. D'aucuns prétendent que le quiet quitting correspond à une stratégie de survie dans un monde où la pression devient insoutenable, où les êtres humains se sentent de plus en plus instrumentalisés et interchangeables. Et ça, c'est aussi un vecteur, c'est aussi quelque chose qui passe d'entreprise en entreprise, de salarié en salarié, où le salarié ne veut plus être un individu lambda, quasiment un numéro, il veut qu'on le prenne en considération. Et dans son entièreté, dans son individuelle entièreté. Voilà un extrait de ce qui peut passer sur les réseaux avec Society qui pose cette question, et si on ne retournait pas au travail, qui s'interroge sur est-ce que c'est une révolution au travail ou est-ce que c'est lié au Covid, et qui indique bien que 71% des jeunes veulent télétravailler. J'ai voulu aussi vous donner cet extrait du manifeste que je vous laisserai lire tranquillement, mais qui m'a aussi beaucoup frappée. C'est une organisation qui s'appelle VNPS. VNPS, vous n'êtes pas seul. Si certains d'entre vous peut-être connaissent, non ? Non plus. Bon, c'est bien si je vous apprends 2 ou 3 choses, c'est un peu l'objet de l'après-midi. C'est un collectif dont l'objet est très clairement de faire en sorte que les entreprises, et particulièrement les très gros groupes industriels, se réinterrogent sur leur rôle dans la société, particulièrement leur empreinte écologique sans doute aussi, et le rôle qu'ils ont à mener pour maintenir la Terre et les hommes dans le meilleur état qui soit. Sachant que le logo reprend justement les marrons et marronnes caribéens qui se battaient contre la monoculture à l'époque. Et donc, ils reprennent cette espèce d'esprit très tribal, beaucoup moins intellectualisable, mais beaucoup plus tribal. Le site est particulièrement intéressant, qu'on soit d'accord ou pas, ce n'est pas la question. C'est juste intéressant de voir ce qui est en train de se passer là, chez nos jeunes. Mais bon, ne soyons pas inquiets. Ne soyons pas inquiets, le quiet quitting existe, la démission silencieuse existe, il y a des facteurs de désengagement, il suffit juste de repérer tout ça et de se dire, bon, dès lors que je vais repérer ça un peu dans mon entreprise, il faut que très rapidement j'agisse.
Alors, que va-t-on trouver comme facteur de désengagement? Il y en a beaucoup. Il y a avant tout la rémunération insuffisante. Et oui, parce que vous le verrez tout à l'heure, la première valeur, ça reste quand même l'argent, même si d'aucuns s'en défendent. Quitte à aller travailler, je veux bien gagner de l'argent, s'il vous plaît. Après, j'ai d'autres aspirations, mais je veux aussi gagner de l'argent, s'il vous plaît. On va trouver aussi la charge de travail qui sera inadaptée, une absence de sens, et là encore, je vous redéfinirai le sens tel que je l'imagine, un sentiment d'inutilité qui peut amener au bore-out, pour ceux qui connaissent, une reconnaissance insuffisante, une sous-exploitation des compétences. On a quand même quelques jeunes qui, faute de trouver un travail dans leur branche, finissent par prendre tout et n'importe quoi en termes de boulot, ce qui est un peu dommageable pour eux comme pour ceux à qui il serait bien utile. Ils regrettent beaucoup les conflits internes, donc comprenez qu'il manque de la cohésion dans les entreprises et de la collaboration. Ils trouvent le management défaillant, et ça c'est très ennuyeux parce que si nous, managers, nous sommes défaillants, alors l'exemplarité n'existe plus. Et si l'exemplarité n'existe plus, comment demander à des collaborateurs d'avoir une action idéale, enfin d'avoir une posture ou une action idéale alors que soi-même, nous ne le sommes pas. Des perspectives d'évolution. Les perspectives d'évolution, généralement, ils la trouvent plutôt floues. S'ils les trouvent un peu floues, s'ils les trouvent un peu inexistantes, alors on parle de blurring. Et c'est l'un des thèmes peut-être essentiels pour lesquels les jeunes changent. Vous savez qu'ils sont assez volatiles, hein, pour ne pas dire volages dans l'entreprise. Donc ils passent très volontiers d'une entreprise à l'autre. Et s'ils se rendent compte que les perspectives qu'on leur avait promises au départ, peut-être à l'embauche, ne sont plus ce qu'elles étaient, quelles que soient les raisons pour lesquelles elles ne sont plus ce qu'elles étaient, ils ne sont pas là pour comprendre l'entreprise si on ne leur explique pas. Ils sont là pour vivre leur vie. Et donc dans ce cas-là, ils vont partir, tout simplement. Et quoi que ce soit que vous aurez pu investir sur eux, je ne parle pas d'investissement en formation ou autre, ça pour moi c'est quelque chose de totalement normal. Mais l'idéal c'est quand même de retenir ses talents, malgré tout, si on peut, c'est quand même mieux. L'augmentation également de la conscience de soi, alors là encore, qu'est-ce que c'est que l'augmentation de la conscience de soi? Le désengagement peut venir parce que certains vont vouloir se préserver et que l'entreprise ne les aide pas à se préserver. Donc on parle de nouveau de burn-out, de bore-out et de brown-out, qui est là quelque chose où plus d'énergie, plus rien, ça s'arrête net, donc les gens partent. Ils veulent équilibrer leur vie, comme on le disait tout à l'heure, hein, vie perso, vie pro, pour moi pas grande différence, simplement équilibrer sa vie. Séparer l'individualité du rôle professionnel, oui, c'est aussi la raison pour laquelle tout à l'heure je me suis présentée comme ça. En fait, valoriser l'individu et non pas seulement valoriser sa fonction ou son travail, c'est avant tout ce que recherchent les gens qui seraient susceptibles d'aller vers une démission silencieuse. Ils veulent de l'engagement versus présentéisme, parce que là encore, hein, plus le temps va passer, plus les gens vont souhaiter travailler en télétravail, parce qu'ils peuvent s'organiser différemment. Donc ça signifie que si le présentéisme n'est plus un gage de travail, eh bien c'est l'engagement qui doit l'être, et tant mieux. Redéfinition des notions être productif, bien faire son travail. Oui, une entreprise, l'objectif de l'entreprise, c'est bien de fabriquer de la richesse, donc de faire du profit. Ça n'est pas tout à fait l'objectif du salarié. Et cela va sans dire, mais mieux en le disant, limiter la charge émotionnelle, limiter la charge psychique, c'est ce dont vous a parlé Harmonie Mutuelle tout à l'heure avec ses invités. Et effectivement, ces éléments-là sont probablement les plus prégnants. Il est mignon, non? Ouais, je trouve que... Je sais pas, ça vous évoque quelque chose à vous? Ce genre d'image? Je ne sais pas si en dessous, ce jeune homme a les yeux fermés ou ouverts. Mais en tout cas, moi, quand j'ai trouvé cette image, je me suis dit, oui, il va falloir qu'on réouvre les yeux des salariés, en fait. Il va falloir qu'on les aide à conserver les yeux ouverts, mais qu'on retire ces espèces de post-it là sur les yeux
et qu'à la place, on voit de jolis regards bien lumineux qui seront très heureux de travailler dans nos entreprises. Et on peut se poser la question de savoir s'il est encore temps. Parce qu'on a bien avancé déjà dans la démission silencieuse. On a bien avancé. Enfin, quand je dis on a bien avancé, c'est que le phénomène n'est pas nouveau, même si vous le découvrez, je doute que vous le découvriez aujourd'hui, mais si vous l'avez découvert il y a une semaine ou deux, on en parle depuis 2020, et déjà en 2018-2019, on savait qu'il y avait des choses qui se passaient. Alors, moi, à partir de maintenant, ce sont plutôt quelques-unes des solutions que j'ai trouvées parmi mes lectures, mais aussi le fruit de mes propres réflexions. Dans tous les cas, c'est d'abord communiquer. Je ne peux pas imaginer, et nul ne peut imaginer, pouvoir résoudre une problématique avec un salarié sans communiquer avec lui. Mais dans communiquer, je suis bien le passé pour le savoir, je fais de la communication et des formations en communication depuis 25 ans. Qu'est-ce qu'il y a dans la communication? Il y a plein de choses. La communication, c'est le premier réflexe face à un salarié qui présente des signes de démission silencieuse, mais la question, ça sera comment je vais communiquer avec lui. Je pense là comme ça, c'est terrible. Il me vient à l'esprit quelques chefs d'entreprise que j'ai pu coacher et qui me disaient « ouais, on va faire comme ça, puis s'il n'est pas content, il prend la porte ». C'était déjà pas la bonne solution à l'époque, mais aujourd'hui, elle est totalement rédhibitoire. Être dans la remontrance, en effet, c'est totalement se tromper de chemin. Si vous faites ce genre de choses-là, vous êtes sûr que l'individu va partir. Aujourd'hui, souvenez-vous, la vapeur est renversée. C'est nous, les entreprises, qui devons nous mettre au diapason pour apporter aux salariés ce qu'ils attendent. Et c'est ainsi, et avec eux, que nous allons nous développer, exister et rayonner même. Donc, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de comprendre pourquoi votre salarié, le salarié, réagit de cette manière-là. Et il s'agit aussi de réfléchir ensemble à toutes les causes de désengagement qui peuvent intervenir, mais de manière assertive, de manière ouverte. Il ne s'agit pas que le salarié fasse semblant de vous exprimer des choses parce qu'il n'ose pas tout à fait. Et il ne s'agit pas non plus que vous lui répondiez n'importe quoi, et en particulier « t'inquiète, on va s'occuper de ça », si en réalité vous n'avez aucune solution à lui proposer. C'est inenvisageable et invraisemblable. S'assurer également que les salariés peuvent répondre à la réalité de leur travail, oui. Parce qu'on parlait des managers tout à l'heure, et c'est vrai que nous, les managers, nous avons un certain nombre de charges, mais déléguer, ça ne veut pas dire se décharger sur les salariés. Donc ça veut dire qu'il faut aussi être capable de donner à un salarié une charge qu'il est capable d'assumer. Si on se décharge sur le salarié, il va vite se démoraliser et se sentir totalement perdu. Donc, idem pour les procédures, les interactions. Moins il y aura de procédures, plus ce sera simple, plus il y aura d'interactions intelligibles et intéressantes et intelligentes, et non pas des interactions d'obligation, et plus la personne sera heureuse au travail. Donc, en fait, redonner une forme de sens à leur travail. Il faut également inviter les entreprises à s'interroger sur ce qu'elles peuvent apporter aux salariés, comment elles peuvent leur donner envie de se projeter. Et tout ça, c'est DCM Benchmarking qui a évoqué cela par le biais de Lucie Offrand, oui, c'est ça, Offrand, qui est également psychologue. Donc je pense que ces éléments-là, ils sont à retenir. Ils sont à retenir parce que si on est mal dans la remontrance, si la remontrance ne sert à rien, alors que faire? Et si je peux faire en sorte de comprendre pourquoi le salarié agit ainsi et communiquer avec lui, alors j'ai toutes les chances de parvenir à mettre en place une sorte de partenariat gagnant-gagnant, ce que devrait toujours être la relation salarié-entreprise d'ailleurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, là j'ai intitulé cette slide « Les candidats changent ». Je vous laisse regarder, je vais vous dire ça en quelques mots, mais j'ai le souvenir, moi, ça fait à peu près 30 ans même que j'accompagne des demandeurs d'emploi, la recherche d'emploi en particulier, et qu'à l'époque, c'était tout juste la bureautique. Tout juste la bureautique, et la plupart du temps, ce qu'on faisait le plus, c'était les accompagner comme on le pouvait en tout cas. Mais en tout cas, tous les courriers partaient par courrier. Tous les courriers de candidature partaient par courrier. Et puis, le temps est passé,
Et on a tout fait par le web. Et aujourd'hui, le temps est encore passé. Et les candidats, aujourd'hui, regardez plutôt le candidat actif, celui qui se trouve à gauche. Celui-ci, il vous googlise avant de répondre à la candidature. Il vous googlise. Donc, vous avez besoin et intérêt à être absolument parfait si vous souhaitez recevoir des candidatures. On n'est plus dans l'inverse, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, ça signifie aussi que l'entreprise doit changer. Le candidat a changé. C'est lui qui googlise maintenant. Donc, l'entreprise doit changer et c'est la marque employeur qui est l'une des solutions, évidemment, puisque le critère de différenciation interviendra, que vous allez pouvoir développer de l'attractivité, votre réputation, et que l'engagement des salariés va arriver. Alice me fait signe que je suis bavarde, mais je le savais, parce que j'ai prévu de toute façon un tout petit peu plus longue. Donc ne croyez pas que je veuille vous spolier, hein, loin s'en faut, mais il y a un certain nombre là de choses, et particulièrement les 83% qui m'intéressent. L'importance de la marque employeur pour attirer les candidats. Eh bien, 83% des employeurs disent que la marque employeur joue un rôle essentiel dans leur capacité à engager des talents. Voilà. Donc là, vous avez la preuve que, outre le fait que les candidats sont très attentifs à la marque employeur, vous avez là la certitude qu'en développant votre marque employeur, tout ira mieux. Là aussi, je suis obligée d'aller très vite. Donc, je vous laisse lire simplement tout ce que j'avais prévu. Et vous parler simplement, comme je vous le disais en début de propos, là, en l'occurrence, c'est Carrefour, mais plein d'entreprises, beaucoup d'entreprises se sont dit « Ouais, Chief Happiness Officers, on va prendre des mecs, on va faire gonfler des ballons, on va mettre du rose dans toutes les entreprises et tout ira beaucoup mieux. » Erreur. Pansement sur des jambes de bois. Et c'est identique pour toutes les bonnes idées qu'a eu Élodie Blin au sein de Carrefour. Avec Carrefour, je positive. Mais je me demande ce que je positive en réalité là, parce que c'est là encore obliger peut-être des salariés à rester encore plus souvent et longtemps à l'entreprise, pour un certain nombre de ces éléments en tout cas. Certains sont intéressants. Je reconnais que la crèche au bureau, je pense que c'est une bonne idée, une excellente idée. Je reconnais aussi que peut-être avoir de temps à autre une conciergerie, ça pourrait ne pas être mal. Mais bon, le cocotarium, franchement, les ruches sur le toit de l'usine, enfin, il y a des choses qui m'échappent. Et là, je me dis, il ne faut pas se tromper. Dans les années 30, il y a aussi des individus à côté de Barcelone, si ça vous dit quelque chose, Gaudi et d'autres, qui avaient créé de véritables villes pour leurs salariés, parce que eh bien, ces gens-là étaient directement là, pris définitivement. Les épiceries, les écoles, les collèges, les couturiers, enfin tout était là. Et ils ne sortaient jamais de la ville. Et là, on tient bien son salarié quand il est à la maison et qu'il n'en bouge plus. Ben moi, je m'interroge un peu sur ce genre de choses-là. Et je vous invite à aller voir le forum de la QVT, parce que des idées comme ça et des centaines d'idées comme ça, vous allez en trouver un peu partout en France par des salons. Je suis assez catastrophée, mais c'est ainsi. Et là, pour en finir, je suis confuse de ne pas pouvoir vous faire véritablement le déroulé que j'envisageais de vous faire, sur le fait que, pour le sens, en tout cas, au travail, il faut considérer que, d'abord, l'entreprise cherche à faire du profit, ce qui est normal. Hein. On cherche tout ça, comment pourrions-nous vivre sinon? Et que le salarié cherche le bonheur. Alors, le travail, rappelez-vous que c'est tripalium, souffrance, torture. Rappelez-vous du travail de l'accouchement, de ce terme-là. Est-ce que vraiment, on peut imaginer que ça soit une fin en soi, le travail pour le salarié? Ben non. C'est un moyen, ça n'est pas une fin en soi. Idéal pour la morale. Est-ce que le travail est moral? Non. C'est une valeur marchande. Et idéal, et également, OK pour l'argent, mais nous, chefs d'entreprise, nous sommes tous subordonnés aux grilles de salaire et aux charges. Donc voilà ce qui se passe. C'est que le sens et la valeur au travail, si vous regardez le bonheur est-il au travail, eh bien non. Il faut y trouver du sens à ce travail. Et rappelez-vous que why, c'est-à-dire Y, la fameuse génération Y, c'est aussi pourquoi en anglais. Et moi, je l'écrirais même en 2 mots. Pourquoi? Dans le sens, il y a la définition des 5 sens, de la signification, donc du sens, et de la direction, de l'orientation. Pour résumer, le sens, pour moi, n'a pas de valeur intrinsèque.
c'est toujours aller vers. Et encore une fois, je regrette de ne pas pouvoir vous faire la démonstration, mais le sens, c'est aller vers. Le sens, ça n'est pas une fin en soi, c'est un objectif. Donc, mesdames, messieurs, chefs d'entreprise, s'il vous plaît, quand le sage désigne la lune, l'imbécile regarde le doigt, cessez de regarder le doigt. Interrogez-vous sur ce que peut être la lune, car c'est bien à nous que revient ce travail-là, de désigner la lune et de la trouver. Alors, j'ai un plan stratégique dont je ne peux pas vous parler, mais que je remettrai éventuellement à Lucille, si ça intéresse certains d'entre vous. Il n'est pas encore déposé, donc soyez gentils. Il est en cours. Et engager une vision, nourrir de sens, la cohésion, la communication, la reconnaissance, et ben c'est ça qui encore va vous permettre de donner aux salariés l'occasion d'être dans un engagement pérenne retrouvé au travail. Et souvenez-vous aussi de ce que disait Aristote, le plaisir dans le métier met la perfection dans le travail. Plus les gens auront du plaisir, plus ils auront du bonheur à travailler pour vous, et plus heureux ils seront. Mais pour tout ça, il faut les faire intervenir aussi. Il faut qu'ils aient leur mot à dire. Il faut qu'ils puissent créer des projets, innover, etc. Alice n'est pas là. Ouf. Si ? Non, mais je disais ouf parce que c'était elle qui tenait la montre. Ah oui, je vais te filer un micro. Est-ce que certains d'entre vous ont envie d'intervenir, et ce serait vraiment un plaisir que de pouvoir échanger avec vous sur ces sujets qui me passionnent tant? Oui. Bon, du coup, je reprends la parole, mais de l'autre côté cette fois. C'est bien aussi. En fait, je voulais revenir sur cette notion de sens. Et c'est vrai que moi, je prends ça pour un fil conducteur dans ma vie en général. C'est-à-dire que qu'est-ce qui me donne du sens? Qu'est-ce que je peux faire aussi? Et comment je peux être proactive pour donner du sens? Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites sur la génération des millennials, puisque c'est aussi la génération dont je fais partie, c'est cette notion de contrat psychologique que vous avez développée. Donc l'accord tacite entre l'employeur et le salarié. Et finalement, c'est qu'est-ce que l'employeur attend de nous, mais qu'est-ce que nous, on attend de l'employeur? Finalement, c'est du donnant-donnant. Et ça, c'est important de le rappeler parce que il y avait un peu un rapport de domination auparavant. Hein, complètement. Voilà, c'est Bourdieu qui a beaucoup théorisé ça, mais dire que finalement, c'est un juste retour à l'équilibre, redonner aux forces vives leur place. Et pour redonner leur place, il faut les écouter et les entendre surtout. Voilà. Oui, j'apprécie beaucoup cette intervention et en même temps aussi parce que c'est un peu comme si je cassais du sucre sur les managers, mais en réalité pas du tout. Hein. Je suis manager depuis 33 ans, quoi. Donc je sais bien quels sont les équilibres qu'il nous faut trouver, mais cette écoute attentive, cette assertivité aussi dans la communication pour être très proche des gens que nous embauchons et pour les retenir, développer quelque chose avec eux, être dans une véritable vision, un partage de vision. Oui. Merci en tout cas. D'autres questions? Pas d'autres interventions? J'aurais pu finir mon propos alors si j'avais su. Est-ce qu'on est dans le timing? On a la conférence MEDEF qui va démarrer. Ouais, ok. Bien, et bien, en tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Ça a été un plaisir de parler de cette démission silencieuse avec vous. Et je vous invite évidemment à ce que nous continuions cette conversation un peu plus tard, si vous le souhaitez, avec plaisir. Merci.